Bon après-midi tout le monde. Alors, on va entamer la session commune avec la Société française de cardiologie. Je pense que dans quelques minutes, la salle sera complète. Il y a eu quelques petits retards au niveau du symposium et les gens vont arriver en cours de route. Alors, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui le président de la Société française de cardiologie, qui est en fait l'ami de la Tunisie depuis plus de 35 ans, je dirais. Moi, je l'ai connu quand j'étais résident. Il n'a jamais raté une édition de cardiologie pratique ni de congrès national. Bravo pour ton amitié, on est fiers pour cet accompagnement et on profite énormément du large savoir du professeur Young, particulièrement en matière de valvulopathie. Alors, je suis bien entouré ce soir par mon maître, le professeur Meshmesh, un des piliers et des experts en cardiologie, plus particulièrement en valvulopathie, Madame Drissa, mon maître spécialisé en échographie, et Madame Longo, ma grande amie de longue date. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Agostini, qui est un imageur, cardiologue nucléaire, qui travaille au CHU de Caen et qu'on a un peu volé au cardiologue nucléaire. Je vois devant moi Dr Majdi El-Mahrsi qui sourit. Je te remercie beaucoup d'avoir convaincu M. Agostini, mais il est à cheval entre la cardio et le nucléaire. Donc aujourd'hui, on va profiter de sa large expérience en matière de cardiologie nucléaire dans la pathologie infectieuse, l'endocardite infectieuse. Bienvenue Agostini, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de cet accueil et de cette invitation via la Société de cardiologie et aussi via mon ami Majdi, parce qu'effectivement, alors moi, je n'ai pas 35 ans de Tunisie, France, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je viens, et donc plutôt en médecine nucléaire et de temps en temps invité par les sociétés de cardiologie. Merci encore. Donc on m'a demandé effectivement de faire ce topo sur la tomographie par émission de positons dans le cadre de l'endocardite infectieuse. Et je l'avoue, c'est ma collègue qui a beaucoup travaillé, qui avait fait un exposé extraordinaire lors de la session du Maghreb il y a quelques mois sur l'endocardite infectieuse, qui est Gouffran, qui est médecin nucléaire à Bordeaux. Et je lui ai dit, Gouffran, tu as fait un tel bon exposé qu'on va le partager. Donc je vais partager. Je vais parler, mais il faut savoir que c'est elle qui a beaucoup travaillé sur le sujet et je la remercie. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, tout le monde le sait, en cardiologie, l'endocardite infectieuse, le diagnostic, c'est très compliqué, mais c'est grave, donc il faut vraiment avoir des informations cliniques, biologiques, isotopiques ou échocardiographiques. Et là, ce n'est pas mon domaine, je vais laisser mon collègue, le professeur Young, en parler mieux que moi. Ce qui est important, c'est qu'il y a une Teams, il y a vraiment une équipe sur le diagnostic d'endocardite infectieuse. Et là, automatiquement, ça rend compte de microbiologistes, de radiologues, de médecins nucléaires, de cardiologues et d'infectiologues, bien évidemment. Donc, il y a eu plusieurs recommandations au cours du temps. Et évidemment, celles qui font référence, c'est les critères de Duke qui ont été effectivement mis en place au niveau de l'ESC, et qui intègre évidemment en première ligne, surtout lorsque vous avez des prothèses, le TEP au FDG. FDG, c'est du glucose marqué au fluor. Donc, on commence à avoir un consensus sur l'imagerie nucléaire dans le cadre de l'endocardite infectieuse. Donc, très simplement, sur les guidelines, aujourd'hui, comme vous le savez, il doit y avoir plusieurs critères, soit des critères majeurs ou des critères majeurs mineurs, pour pouvoir poser le diagnostic d'endocardite infectieuse, essentiellement sur, encore une fois, des prothèses, que ce soit valvulaires ou on le verra en rythmologie sur des boîtiers. Et donc là, encore une fois, on voit bien que l'imagerie positive, c'est-à-dire quand on va voir une fixation, c'est-à-dire un métabolisme glucidique autour de cette prothèse, et on verra éventuellement des métastases infectieuses, eh bien, le TEP-FDG fait partie de cet examen très important. Il y a d'autres examens d'imagerie, bien évidemment, mais on va se contenter essentiellement de TEP-FDG. Donc, critères majeurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, nous, en tant que médecins nucléaires, eh bien, on va voir une fixation, un hypermétabolisme
au niveau du cœur, intracardiaque, proche de la valve évidemment qui a été mise en place, ou aux alentours, donc soit sur la valve prothétique, et effectivement de temps en temps aussi sur la valve native. Donc ça, c'était quelque chose d'assez nouveau dans le cadre où on peut faire aussi un diagnostic sur une valve native. Et puis bien évidemment, les endocardites, comme je vous l'ai dit, sur du matériel intracardiaque, essentiellement en rythmologie. Donc, en fait, en médecine nucléaire, on a deux possibilités. Possibilité numéro 1, la plus simple, c'est le TEP-FDG avec une association avec le scanner. C'est pour ça qu'on parle de TEP-TDM. Il y a un scanner intégré pour localiser anatomiquement les fixations métaboliques. Et puis, il y a un deuxième examen un petit peu plus complexe qui nécessite un laboratoire cellulaire, donc ce n'est pas dans tous les établissements, qui peut être intéressant, ce qu'on appelle la scintigraphie aux leucocytes marqués. Alors, sur les valves prothétiques, maintenant on sait que ça fait un consensus en termes sur les valves, bien évidemment, une sensibilité, une spécificité de cet examen nucléaire qui est aux alentours de 86-84% pour la sensibilité et la spécificité. Donc, c'est un bon examen. Ça, c'est le papier de Wang. De la même façon, lorsque l'on veut faire le diagnostic, et là encore une fois sur le FDG, eh bien, on s'aperçoit que le fait de mettre cet examen isotopique en place pour le diagnostic d'endocardite sur des prothèses valvulaires, eh bien, on a, là encore une fois, vous voyez sur ce papier, une sensibilité aux alentours de 73 et une spécificité de 80%, mais surtout, ça permet de modifier, de repositionner certains patients. Et donc ça, c'est un élément important. Et on voit que cet examen TEP eh bien, va améliorer considérablement la sensibilité dans le cadre de la construction de Duke et de l'établissement de ces critères de Duke. Donc on voit qu'on est passé de 70 à 97%. Donc c'est vraiment une aide logistique pour le cardiologue, pour l'infectiologue, dans le cadre d'une suspicion d'endocardite sur valve, sur prothèse. Mais ce qui est très important, et ça, c'est fondamental. Vous, en tant que cardiologue, quand vous allez demander l'examen à nous, médecins nucléaires, il y a une espèce de gap de temps en temps entre les infirmières et les cadres de santé d'un côté, où lorsqu'on demande un examen TEP-FDG, souvent, le patient arrive et malheureusement, on ne peut pas faire l'examen. Pourquoi? Parce que mauvaise préparation. Or, faire un TEP-FDG dans le cadre d'une suspicion d'endocardite, c'est hyper important dans le cadre de l'algorithme décisionnel, et donc automatiquement, il faut que ça soit super bien fait, parce que sinon on ne peut pas faire l'examen. Alors, c'est quoi le problème? Regardez bien sur la fixation physiologique, le cœur, lui, il peut consommer du sucre à l'état normal, physiologique. Donc on a une fixation physiologique du myocarde. Or nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas de voir le myocarde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des valves intracardiaques. Et donc il faut mettre un régime. Et ce régime, il doit être sans hydrate de carbone, avec un jeûne qui doit être respecté. Donc, l'élément important, il y a deux choses qui arrivent. C'est le patient qui arrive avec sa perfusion de glucosé parce qu'on lui fait passer des antibiotiques, c'est mort. Ou alors, la petite pâtisserie, vous voyez, la petite date qui fait bien comme il faut, au bon moment, et tac, vous avez une augmentation de la glycémie et ça ne va pas marcher. Alors, de temps en temps, vous allez me dire, il y a des patients diabétiques. Alors, le diabète, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut juguler, puisqu'on peut faire de l'insulinothérapie au moment de l'examen TEP-FDG. Donc ça, on peut s'en sortir. Mais vraiment, l'élément très important, c'est attention à la perfusion glucosée, attention à ce que les gens ne prennent pas du sucre avant l'examen, sinon, eh bien, on peut dire que l'examen ne sert à rien. Pardon. Donc on voit un petit peu que sur l'interprétation, et sans rentrer dans les détails du médecin nucléaire, la visualisation est très importante entre, comme vous le voyez, sur cette valve prothétique, eh bien, on peut avoir des fixations homogènes, hétérogènes, qui peuvent être focales, multifocales. En tous les cas, ce qui est important, c'est que dès que vous avez une extension autour de la prothèse du métabolisme, eh bien, effectivement, il est sûr que là, on a affaire à une endocardite et donc automatiquement prendre au sérieux ce diagnostic au niveau du TEP-FDG. Un exemple ici sur un patient qui a été pris avant le traitement par antibiothérapie, où on voit qu'il y a effectivement une fixation au niveau de la prothèse et que quelques jours après, 16 jours après, il y a une disparition de la fixation métabolique permettant d'identifier la réponse thérapeutique pour ce patient.
Alors, le problème aussi pour nous, médecins nucléaires, c'est qu'il faut s'adapter à la cardiologie. Parce que vous, cardiologues, vous n'arrêtez pas de changer de plein de choses, et notamment au niveau des valves, avec effectivement l'arrivée du TAVI, avec automatiquement différents dispositifs qu'il faut maîtriser sur le plan géométrique, sur le plan anatomique, que ce soit au niveau de la valve aortique, que ce soit au niveau mitral avec les mitraclips. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose de très important et on doit vous suivre parce qu'évidemment, le positionnement de ces valves peut différer. Et donc, nous, dans notre interprétation, on est aussi obligé de se mettre un petit peu à votre pas. Donc ça, c'est des éléments importants aussi à prendre en compte en fonction du type de valve cardiaque. Exemple, là, sur un patient de 83 ans qui avait un TAVI, donc cas du rétrécissement aortique, et évidemment, hyperémie, hémoculture positif, le TT ne montrait pas de végétation, le TO ne pouvait pas avoir lieu parce que problème de déglutition, eh bien on est passé bien sûr au TEP-FDG, et là on voit effectivement qu'il y a une fixation au niveau de la zone de localisation du TAVI qui permet de dire voilà, il y a une hyperfixation, donc il y a une forte suspicion d'endocardite infectieuse chez ce patient. Un autre exemple sur une valve tendine, donc là de la même façon, homme de 76 ans, une bactériémie avec un staph. Et puis là, on a évidemment donc, cette prothèse biologique. Là, encore une fois, l'échographie n'a pas montré de particularité, le scanner non plus. Et effectivement, on voit qu'il y a une fixation très nette, en quelque sorte, au niveau intracardiaque, qui correspond à une endocardite, mais pas seulement, puisqu'on a également, au niveau de cette valve, donc le manchot qui montre une fixation tout à fait anormale. Donc on voit qu'il y a une infection effectivement qui n'est pas simplement au niveau de la prothèse biologique, mais aussi du manchon d'acron. Évidemment, dans le cas de figure des bentales, donc là aussi, c'est aussi donc une prothèse, donc c'est un risque, là encore une fois, infectieux. Et là encore une fois, on peut, grâce au TEP-FDG, être capable, comme vous le voyez sur la droite, de voir dans ce cas de figure des fixations tout à fait anormales au niveau du bental, faisant suspecter le fait que là, malheureusement, on a bien eu une infection assez sévère et donc une endocardite au niveau de ce bental. Alors, deuxième possibilité, scintigraphie. Alors, scintigraphie au leucocyte marqué, on va rester juste sur 1 minute. Si on a la possibilité de le faire, c'est bien. C'est surtout un examen intéressant pour la spécificité plus que la sensibilité. Donc, elle est vraiment, c'est un moteur pour la spécificité. Ça augmente significativement. Là, encore une fois, c'est très très long. C'est 4 heures de travail en médecine nucléaire et il faut réinjecter les leucocytes aux patients. C'est un examen assez compliqué, assez long, mais qui de temps en temps, dans certains centres, est assez intéressant. Et à Bichat, ils ont beaucoup travaillé sur ces scintigraphies au leucocyte. Alors, effectivement, dans le cadre de la scintigraphie, il y a aussi la valve native. Au départ, on disait que ça ne sert pas forcément à grand-chose de faire une TEP-FDG dans le cadre des endocardites sur valve native. Et en fait, on s'aperçoit que si ça va nous donner une information intéressante, c'est l'équipe de la Mayo qui l'a fait, c'est qu'en fait, même si la sensibilité n'est pas très très bonne, lorsque vous avez une fixation pathologique sur une valve native, eh bien, ça devient un critère majeur. Donc vous voyez que, là encore une fois, grâce à cette méta-analyse, ça nous a permis de retravailler le concept de valve native, TEP-FDG, endocardite. Donc c'est un élément important. Alors, si on se concentre maintenant sur nos collègues rythmologues, ben là aussi, vous le savez, malheureusement, de temps en temps, on a affaire à des infections de boîtiers, de sondes. Et là aussi, eh bien, on sait que la TEP-FDG a un rôle majeur dans la détection de cette endocardite, une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité. Et donc, en général, on fait appel à nous en première ligne sur du TEP-FDG pour le diagnostic. Je prends voilà, un exemple d'un patient qui a eu donc un DAI en 2013. Donc, on voit sur un patient, bien sûr, qui a une cardiopathie très sévère, avec à l'ETO un élément vibratile qui était identifié. Et donc, on demande le TEP, alors pas forcément, parce que le diagnostic, on l'a, mais sur le bilan d'extension. Parce que le bilan d'extension est intéressant. Il y a bien sûr la zone pathologique initiale, intracardiaque, mais aussi de savoir s'il n'y a pas de fixation sur les sondes ou ailleurs.
Pardon. Donc on voit bien plusieurs fixations au niveau du boîtier, au niveau de la sonde, qui est tout à fait pathologique. Donc là, c'est un gros travail pour le rythmologue et pour le chirurgien, évidemment, montrant également au niveau du poumon des fixations pulmonaires. Donc il y a aussi des emboles septiques qui sont mis au niveau du poumon. Et là aussi, le TEP-FDG a cet avantage dans le cadre de bilan d'extension. Un autre exemple, quand vous avez bien sûr une assistance ventriculaire gauche, donc avec un système très, très compliqué, mais là aussi, malheureusement, on peut être amené à avoir des patients qui ont de la fièvre. Il y a une suspicion, là encore une fois, d'endocardite. Et donc, on va évidemment faire un TEP-FDG pour essayer de localiser au mieux l'hypermétabolisme au niveau de cette infection. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs cas de figure, externes, interne, intracardiaque. Donc, dans le cadre de ces devices, eh bien, là encore une fois, on s'aperçoit que le TEP-FDG a effectivement un rôle important dans le diagnostic de l'endocardite, avec une très bonne sensibilité, une spécificité un petit peu moins bonne, mais là encore une fois, c'est un élément intéressant à prendre en compte dans le cadre de cette RCP endocardite team qui doit avoir lieu avec nos collègues cardiologues. Il me reste quelques secondes, mais ce qui est important, c'est que le TEP, c'est aussi le bilan d'extension. Ça permet de voir des emboles septiques. Donc ça, c'est un élément important parce que ça peut rentrer dans les critères mineurs, qu'ils soient pulmonaires ou systémiques. Et puis surtout, c'est de temps en temps de rechercher la porte d'entrée. Est-ce que c'est digestif? Est-ce que c'est ORL? Est-ce que c'est cutané? Donc ça, ce sont des éléments importants qui peuvent vous donner une information avec le TEP-FDG. Exemple ici, on voit, voilà, c'est une étude où on voit qu'il y a non seulement des fixations au niveau osseux, donc des spondylodycytes, et ça, c'est des éléments importants. Il y a eu des emboles septiques osseux. Donc là, encore une fois, est-ce qu'il y a des emboles pulmonaires? Ça nous permet de voir, de cadrer le poumon. Et les portes d'entrée, eh bien là aussi, portes d'entrée coliques, portes d'entrée au niveau de certains cancers. Je vais juste vous donner, voilà l'exemple ici, une prothèse aortique, endocardite, et si vous voyez bien sur la coupe sagittale, derrière la vessie, il y a deux fixations, deux adénomes, deux polypes coliques qui fixent le FDG et qui effectivement il y a eu une exérèse et qui montre qu'il y a eu une dysplasie, donc il y a une porte d'entrée effectivement au niveau colique dans le cadre de cette endocardite. Alors, pour demain, et c'est les deux dernières diapos, on a maintenant des TEP corps entiers. C'est-à-dire que la première équipe qui a mis ça en place, ce sont les Chinois, c'est United Imaging, c'est un TEP qui fait 1,91 m. Et donc automatiquement, quand vous avez un TEP de 1,91 m, le patient passe en 2 minutes l'examen et vous avez de la tête aux pieds toute l'information, non seulement au niveau cardiaque, mais aussi au niveau des emboles, comme je vous le disais, qui peuvent être cérébraux ou mycotiques, des anévrismes mycotiques qui peuvent être identifiés. Donc ça, c'est l'élément, je dirais, d'avenir sur le plan de la médecine nucléaire, ce qu'on appelle les TEP corps entiers, où comme vous voyez, on a une vision immédiate de la tête aux pieds, de ce qui peut se passer sur le plan métabolique, et dans le cas de figure de l'endocardite, eh bien, de faire le diagnostic de l'endocardite et des emboles. Merci de votre attention. Merci, M. Agostini. Donc, on laissera la discussion à la fin. Juste avant de donner la parole au prochain orateur, je tiens à remercier tout le bureau de la Société tunisienne de cardiologie et à leur tête Siousf pour la tenue, l'organisation et le choix des sujets de ce congrès avec leurs nouveautés, tout en lui demandant de bien transmettre mes félicitations à tout le bureau. Je tiens aussi à remercier, à titre particulier, tous les orateurs venus de très loin, qui ont relevé le niveau de notre congrès et qui, comme d'habitude, n'hésitent pas effectivement à... Et là, après ces remerciements, ces félicitations, je donne la parole à mon ami Abd Daim pour sa communication infection liée au dispositif cardiaque implantable, diagnostic et traitement.
Merci, cher maître, chers collègues. Je remercie d'abord le comité d'organisation de m'avoir attribué ce sujet très passionnant, très difficile, très challenging. C'est de parler des infections des dispositifs implantables. D'abord, je tiens à rappeler un petit peu l'histoire de stimulateurs cardiaques. Ça a commencé en 1958, la première stimulation. 20 ans plus tard, c'était l'implantation du premier défibrillateur. Et en 1993, on a fait la preuve que l'extraction du dispositif implantable infecté améliore le pronostic. Et après, il y a eu plusieurs recommandations, plusieurs évolutions, bien sûr, avec l'évolution de la microbiologie, de l'imagerie, des antibiotiques et aussi les techniques d'extraction. Tout ça a permis d'améliorer le pronostic des infections des devices. Il s'agit d'un problème extrêmement grave, extrêmement mortel si on ne traite pas correctement ces patients. Et ceci est lié à la gravité des infections, à la complexité des implantations. Et si on laisse ces patients traîner sans extraction, sans prise en charge adéquate en milieu hospitalier, on va voir une augmentation de la mortalité et bien sûr le coût de ces devices. Vous voyez un gamin de 7 ans qui a un syndrome de Nielsen-Jervel et qui a une endocardite sur un défibrillateur. Le défibrillateur était vital pour lui parce qu'il faisait des syncopes, des torsades de pointe, mais malheureusement, il a rattrapé une infection extrêmement sévère. Quant à l'épidémiologie de ces infections, donc c'est retenez 5 pour 1000 par an pour les primo-implantations. Et quand on a affaire à un changement, réintervention, donc ce chiffre va se tripler jusqu'à 12 pour 1000 par an. Les études prospectives, généralement, les conditions sont plus rigoureuses, donc il y a moins d'infections, on va dire aux alentours de 1%. Par contre, si on parle de registre, c'est aux alentours de 2 à 3%. Dans notre registre national, NatureSIED, on a eu un taux d'infection similaire aux études de registres nationaux mondiaux, donc de 1%. Et lorsqu'on regarde quels sont les patients qui vont avoir beaucoup plus de risques d'infection de device, ce sont les patients, regardez là, c'est 33%, lorsqu'on a une réintervention pour soit un hématome, soit un déplacement de centre, c'est ces patients à très haut risque. Donc là, il faut faire très très attention d'éviter l'hématome, d'éviter les réinterventions. Ce sont une source majeure d'infection de dispositifs. Alors, quelles sont les causes? Les causes sont 4. Bien sûr, la bactérie, le germe causal, le médecin, il est aussi fautif, le patient et le device. Alors, le médecin, lorsqu'il va laisser derrière un hématome, lorsqu'il n'a pas implanté correctement le sonde au cours de la première intervention, donc lorsqu'il va faire de réintervention, lorsqu'il reste assez longtemps pour mettre un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, et lorsqu'il complique la procédure, donc il va augmenter le risque d'infection. Le patient, c'est le patient fragile, le patient qui a une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, un diabète mal équilibré, chétif, qui a une néoplasie et qui prend des corticoïdes, ce sont des patients à risque d'infection. Bien sûr, la complexité du device, les DEF de triple chambre sont beaucoup plus à risque que les pacemakers, que les doubles chambres et que le monochambre. Donc, il faut penser aussi à mettre vraiment l'essentiel. Si on a indication à un monochambre, il faut mettre un monochambre. Il ne faut pas compliquer la procédure. Alors, comment on rattrape cette infection? 80%, c'est par voie directe, à travers la plaie. Lorsqu'on n'a pas fait attention à l'asepsie rigoureuse, lorsqu'on n'a pas fait une antibioprophylaxie correcte, donc la bactérie va entrer dans la loge et après se disséminer à travers le centre pour faire une septicémie. Et rarement, c'est plutôt par voie hématogène, donc c'est un foyer infectieux extérieur et qui va regagner la loge du pacemaker ou la sonde ou les valves.
Retenez aussi le rôle de biofilm. Donc, c'est un film qui va enguiner le boîtier et les sondes et qui va empêcher la pénétration des antibiotiques et qui va rendre impossible de stériliser les devices uniquement par un traitement antibiotique, raison pour laquelle l'extraction de tout le matériel est obligatoire pour mettre fin à cette infection. Alors, quels sont les germes causaux? Habituellement, c'est des staphylocoques. Le staphylocoque coagulase négatif représente 42%. Les staphylocoques méthicilline sensibles, 25%. Donc, on va dire 2/3, c'est des staphylocoques. Se méfier des staphylocoques métiaires, c'est beaucoup plus méchant. La prise en charge, elle est plus difficile sur le plan antibiotique. Et après, il y a les autres germes, rarement des infections mycotiques et rarement des grammes négatifs. Donc, le staphylocoque, lorsqu'il est présent dans une septicémie, dans ce contexte d'infection, il faut évoquer l'infection de device. Les autres germes, ça rend moins probable l'infection de device. C'est une notion qu'on va l'avoir tout à l'heure pour le raisonnement. Alors, pour le diagnostic, donc, moi je dirais 3 et 3. Donc, d'abord, c'est clinique. 2, c'est microbiologique, donc c'est les hémocultures. Et 3, c'est l'imagerie. Et l'imagerie, c'est essentiellement l'échographie transœsophagienne. Si l'échographie transthoracique est insuffisante. Et après vient l'imagerie nucléaire, comme ça a été démontré par notre ami professeur Algonsti. Et les 3 autres, c'est se focaliser sur le boîtier, les sondes et les valves. Donc, on doit chercher, évaluer systématiquement le boîtier, la loge, regarder les sondes et regarder les autres valves, parce que l'infection peut regagner, c'est vrai, la valve tricuspide, mais parfois, on peut la retrouver du côté gauche sur la valve mitrale et la valve aortique. Ces 3 éléments rendent le tableau clinique assez compliqué. Donc, nous avons 3 éléments, donc l'infection de la loge, l'infection des sondes et l'infection des valves. Et on peut les avoir les 3 en même temps, mais parfois, on a uniquement une infection de la loge et soit infection des sondes, soit infection des valves. Et puis, le contexte de septicémie, de bactériémie positive, fait le diagnostic d'endocardite sur sonde. Donc, vous allez avoir plusieurs scénarios. Ce n'est pas un seul scénario typique, c'est plusieurs scénarios. Parfois, vous avez une septicémie, vous n'avez pas de preuve de fixation sur les valves ou sur les sondes ou sur le boîtier. Et parfois, vous avez un diagnostic extrêmement évident. Alors, le diagnostic est extrêmement évident. Là, il n'y a pas photo. Vous voyez ces images d'extériorisation du boîtier avec 2 pus qui sortent. Donc, c'est des infections évidentes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et lorsqu'on est devant des cas difficiles où il n'y a pas d'infection de la loge, donc là, dans un contexte de septicémie, donc on va faire automatiquement recours à l'imagerie et l'échographie transœsophagienne est un diagnostic clé pour le diagnostic. Et il va nous montrer une atteinte valvulaire, présence de végétation sur les sondes, présence de végétation sur les valves, parfois des perforations et aussi parfois d'autres diagnostics différentiels. Mais l'échographie a là aussi ses limites. Parfois, on ne sait pas est-ce que réellement il s'agit d'une végétation ou de la fibrine autour de sonde. Donc, c'est tout le travail d'un Heart Team pour prendre en charge et raisonner ensemble pour avancer le diagnostic. Bien sûr, dans le doute, on va avoir recours aux examens d'imagerie, comme ça a été bien démontré. Donc, on a le PET scan FDG ou le SPECT-CT avec le globule blanc marqué. C'est les mêmes globules blancs du patient. On va injecter ça, donc selon un protocole très rigoureux, pour démontrer où se trouve le foyer métabolique actif. Et parfois même, on trouve donc d'autres foyers, des métastases ailleurs. Et tout ça fait renforcer la suspicion diagnostique et faire la preuve d'endocardite sur sonde. Maintenant, la prise en charge. Donc, la prise en charge, elle est basée sur 3 éléments. Lorsqu'on a un diagnostic définitif, il faut tout extraire. Il faut extraire le matériel. Deuxième,
élément, c'est l'antibiothérapie qui doit être guidée par, au départ, empirique et après guidée par les résultats de l'hémoculture. S'il s'agit uniquement d'une infection de la loge, la durée acceptable, c'est de 2 semaines. S'il s'agit d'une endocardite, on doit prolonger l'antibiothérapie au-delà de 1 mois jusqu'à 6 semaines. Et réfléchir aussi sur la stratégie de réimplantation. Est-ce qu'on doit réimplanter et dans quel délai? De l'autre côté, est-ce qu'il faut changer du système? Réviser aussi l'indication initiale. Est-ce que c'est nécessaire de réimplanter? Pensez aussi aux autres alternatives telles que le leadless pacemaker et le défibrillateur sous-cutané. Et lorsque les patients sont stimulodépendants, on va mettre des pacemakers par voie épicardique. Il y a tout un protocole, et là, c'est la situation la plus difficile, ce sont les septicémies chez des patients qui ont des devices. Et on se pose la question, puisqu'on a évoqué des diagnostics, est-ce que ce n'est pas le device qui est à l'origine de cette septicémie? Il y a ce protocole. Donc, vous commencez d'abord par regarder la loge. Donc, si vous avez une loge infectée, c'est un diagnostic d'infection évident. Sinon, on va être aidé par la microbiologie et en fonction du germe. Si le germe est réputé à haut risque d'endocardite, donc il faut en tenir compte pour faire l'échographie transœsophagienne. Si on a la clinique, l'échographie et le PET scan éventuellement, et on a la confirmation du diagnostic d'endocardite, on doit faire l'extraction. Dans les cas où on n'a pas de certitude diagnostique, on doit mettre les patients sous un traitement antibiotique, réévaluer après 15 jours, donc répéter l'échographie, répéter les examens. Si la septicémie persiste, malgré un traitement antibiotique bien conduit, il faut discuter l'explantation du matériel. Alors, l'extraction, c'est très difficile aussi. Donc, n'imaginez pas que c'est une affaire facile, c'est très dangereux, trop risqué. Donc, mais il ne faut pas laisser de matériel infecté. Ça doit être fait dans des centres expérimentés, à haut volume et avec une stratégie rigoureuse. Lorsqu'il s'agit de grosses végétations, on peut être aidé par un matériel d'aspiration. Si on n'a pas de matériel d'aspiration adéquat, il faut avoir recours à un collègue chirurgien pour faire l'extraction par voie chirurgicale. Il faut aussi évaluer ce risque d'embole par l'échographie cardiaque. Donc, il y a tout un travail à faire avec toute l'équipe, l'imageur, le cardiologue, le rythmologue, le chirurgien et bien sûr les anesthésistes réanimateurs. Mais le vrai challenge, c'est la prévention. Pour éviter ces situations, je dirais, catastrophiques, c'est la prévention. Et la prévention commence par la prise. Avant l'implantation, il faut penser comment éviter à tout court ce risque d'infection. Et on commence par des choses simples. Il faut éviter l'hématome, parce que l'hématome augmente 11 fois le risque d'endocardite. Et pour ce faire, il faut avoir une hémostase méticuleuse. Il faut éviter la capsuloctomie. Il n'est pas conseillé de faire un drainage et il faut bien manager le protocole d'anticoagulation en préopératoire. Alors pour l'anticoagulation, il a été démontré que le fait de garder les antivitamines K avec un INR entre 2 et 3, c'est moins risqué de faire le bridging. Donc le fait de mettre de l'héparine, ça va entraîner des hématomes. On a eu ces expériences, Hawel il est témoin de ces expériences, avant l'arrivée des études qui ont démontré que d'opérer les patients sous AVK, c'est plus safe de l'opérer avec un traitement anticoagulant. La même chose pour les AOD, donc, puisque c'est un effet stable, évaluer le risque thromboembolique. Si le risque thromboembolique est faible, arrêter les anticoagulants. Aussi pour les antiagrégants, donc il faut, lorsqu'ils ne sont pas indiqués, il n'y a pas de risque de thrombose de stent, il faut arrêter les anticoagulants. Troisième élément, c'est l'antibioprophylaxie. Donc, le protocole avec céfazoline avant l'incision a été démontré et c'est efficace. Lorsque la procédure se prolonge, il faut renouveler une autre dose. L'avancomycine sera administré chez les patients qui ont un contexte d'infection à staph MITI-R. Un dernier mot pour le TYR-X, c'est une enveloppe faite d'antibiotiques minocycline et rifampicine avec un polymère
biodégradable. Et ça a démontré aussi son efficacité dans l'étude RAP-IT, qui a inclus 1905 patients et qui a permis de réduire d'une façon significative le risque d'infection, que ce soit en primo-implantation ou en cas de remplacement. Donc, mes messages, take-home message, les infections des devices, c'est sérieux, c'est grave. Le diagnostic est parfois facile et parfois c'est très difficile. La nécessité d'une équipe multidisciplinaire, et le diagnostic il est clinique, biologique, échographique, et aujourd'hui aussi avec l'imagerie nucléaire, on arrive à trancher définitivement pour faire le diagnostic. Et le meilleur pilier, c'est la prévention, et la prévention, et la prévention. Et merci pour votre attention. Merci Abdeldaim, très belle présentation, très claire et didactique. On laisse les questions à la fin. Donc j'invite Dr Mariam Drissa pour nous présenter le timing de la chirurgie, un facteur déterminant du pronostic. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. On m'a été demandé de parler d'un sujet de débat qui est le timing de la chirurgie au cours de l'endocardite. Et l'intitulé de ma présentation, Timing is Everything, Surgical Decision in Valvular Infective Endocarditis. Je n'ai pas aucun conflit d'intérêt. Comme vous savez, l'endocardite aujourd'hui constitue un véritable défi de santé publique en raison de son incidence qui n'a pas diminué malgré de nombreuses stratégies d'antibioprophylaxie proposées au fil du temps. Du fait de sa gravité, en effet, c'est une maladie mortelle avec une mortalité hospitalière aux alentours de 15 à 30%. C'est l'urgence médico-chirurgicale par excellence. Le timing de la chirurgie influence fortement le pronostic et les indications et les timings de la chirurgie restent toujours un sujet de débat dans certaines situations quant au fait de retarder trop longtemps avec un risque de complications ou bien intervenir trop tôt ou inutilement au prix de risques de complications opératoires et de lourdes morbidités. Et donc, la question qui se pose, quel serait le meilleur timing de la chirurgie pour améliorer le pronostic? Est-ce qu'il y a vraiment du nouveau? Eh bien voilà, en 2023, qu'il y a la publication des nouvelles recommandations sur l'endocardite, 8 ans après les toutes dernières recommandations qui remontent à 2015. Pourquoi ces nouvelles recommandations? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs scénarios en matière d'endocardite. C'est vrai que l'endocardite sur valve native reste la forme la plus fréquente, mais on voit de plus en plus des endocardites sur prothèse, des endocardites sur device, des endocardites du corps droit chez les toxicomanes, chez les drogués. Donc l'endocardite, c'est une maladie qui est complexe du point de vue diagnostic et traitement. Et donc, ce qui est nouveau par rapport au délai de la chirurgie, c'est qu'il y a une nouvelle définition de la chirurgie en urgence. C'est vrai que les 2 premières semaines, ce sont les 2 premières semaines qui sont réputées être la phase critique pour l'endocardite, mais les complications peuvent apparaître dès les premières heures. Et on définit une chirurgie comme étant une chirurgie extrêmement urgente, quand elle doit être faite dans les 24 heures. Elle est dite chirurgie urgente, elle doit être faite dans le délai de 3 à 5 jours. Par contre, la chirurgie sera qualifiée comme étant non urgente dans le cas où l'infection est complètement guérie par l'antibiotique seul. Et dans ce cas-là, le délai et les indications du traitement de dysfonctionnement valvulaire résiduel va reposer sur les recommandations conventionnelles pour le traitement des valvulopathies. Et donc, pourquoi proposer une chirurgie précoce en pleine phase active de l'endocardite? Et là, parce que dans certains cas, on peut assister à une progression rapide des destructions valvulaires qui vont être pourvoyeuses d'insuffisance cardiaque. Donc, il vaut mieux indiquer une chirurgie précoce afin d'essayer d'opérer avant que les destructions ne soient irréversibles. Parce qu'il y a certaines complications, notamment les abcès, qui ne peuvent être contrôlées par l'antibiothérapie seule. Et dans ce cas-là, le recours à une chirurgie est important afin d'éliminer les tissus pathologiques. Troisième raison, c'est parce que les emboles infectieux surviennent tôt. En effet, les 3/4 des emboles surviennent avant même le début de l'antibiothérapie. Mais d'un autre côté, on sait que la chirurgie à la phase précoce, c'est une situation qui est difficile, qui est non idéale, parce qu'on est en face d'une infection qui n'est pas maîtrisée, un mauvais état hémodynamique, donc une surmortalité. Le chirurgien, il va travailler sur un tissu infecté
inflammatoire. Et donc, la chirurgie est vraiment difficile avec un risque accru de désinsertion. Mais, malgré ce risque, la mortalité opératoire reste inférieure à la mortalité hospitalière par endocardite et les études actuelles ont montré que la chirurgie est associée à un avantage de survie allant jusqu'à 20% au cours de la première année. Ceci a été très bien démontré par nombreuses séries, telles que cette série qui est publiée en 2007, qui avait inclus une large étude longitudinale, 426 patients, qui a bien montré que la survie était nettement meilleure chez les malades qui avaient eu une chirurgie précoce versus le traitement médical. Des mêmes constatations ont été rapportées par une autre étude publiée donc, aussi dans Circulation, qui avait inclus un nombre honorable de patients, 2760 patients. Et ben, dans cette étude, par rapport au traitement médical, la chirurgie précoce était associée à une réduction de la mortalité 12% versus 20%. Et donc, comment on va décider ? Et c'est au rôle de l'équipe d'endocardite, cette équipe multidisciplinaire, qui va donc décider du timing de la chirurgie en prenant en considération le degré d'urgence, le risque opératoire, pour pouvoir décider et porter le timing à temps. Là, d'emblée, j'annonce la couleur qu'en faisant un balayage des recommandations, et surtout sur le chapitre timing de l'endocardite, presque tous les niveaux sont de niveau C ou B, donc ils sont basés sur des études observationnelles plutôt que sur des essais cliniques randomisés ou des méta-analyses. Donc, pour qui va-t-on proposer une chirurgie précoce, extrême ou extrêmement urgente? Dans 60 à 70% des cas, c'est l'insuffisance cardiaque. Dans 20 à 30% des cas, en cas d'une infection non contrôlée, et dans moins de 10% des cas, pour prévenir les accidents emboliques. Pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque, donc je vous rapporte les papiers qui ont bien étudié l'impact de l'insuffisance cardiaque quand elle complique l'endocardite, telle que dans cette grande étude prospective qui avait inclus 35 centres. Elle avait inclus des patients sans insuffisance cardiaque, d'autres avec insuffisance cardiaque, un autre groupe en état de choc. Et bien, regardez, c'est clair que la mortalité hospitalière est de loin plus fréquente en cas d'insuffisance cardiaque aiguë ou de choc. Et regardez quand même un taux beaucoup plus élevé de recours à la chirurgie quand il s'agissait d'une insuffisance cardiaque aiguë ou d'un état de choc. Ces mêmes données ont été très bien aussi confirmées par l'autre étude qui avait inclus 4160, c'est aussi une étude multicentrique, où la mortalité hospitalière aussi était beaucoup plus faible si la chirurgie valvulaire était indiquée 20% versus 48%, et ce résultat aussi était maintenu à un an aussi de survie. Et donc, l'insuffisance cardiaque, oui, elle complique l'endocardite infectieuse, et donc il ressort que seul le traitement chirurgical est une alternative efficace pour améliorer la survie de ces malades. Là aussi, un autre registre, un grand registre, l'Euro-Endo, qui avait inclus un nombre honorable de patients. Regardez, donc, dans ces cas-là, il y avait des patients qui étaient en insuffisance cardiaque, d'autres non. Et bien, 50% des patients qui étaient en insuffisance cardiaque avaient eu une chirurgie précoce, principalement en raison d'un risque chirurgical considéré comme prohibitif. Et pourtant, la chirurgie urgente était associée à une réduction de la mortalité à 30 jours. La deuxième, donc, c'est pour ça que dans les guidelines, c'est avec une classe 1 qu'on indique la chirurgie de façon extrêmement urgente en présence d'une endocardite aortique ou mitrale sur valve native ou sur prothèse en cas de fuite sévère, d'obstruction qui occasionne un œdème aigu du poumon réfractaire ou un état de choc. Par contre, dans des situations où on n'a pas vraiment d'état de choc ou un œdème réfractaire, mais des signes de mauvaise tolérance à l'écho, on peut indiquer le chirurgie de façon urgente. La deuxième indication de la chirurgie en urgence, c'est les infections non contrôlées. 3 cas de figure, soit que l'infection elle est systématique, elle est persistante, c'est de la fièvre et des cultures qui sont persistantes au-delà de 7 jours. Et là, la plupart des études ont bien démontré qu'une infection non contrôlée, elle est associée à une réduction significative de la mortalité précoce et 1 an. Et ainsi, pour les recommandations, c'est avec une classe 2A qu'on indique une chirurgie de façon urgente chez les patients chez qui les émocs persistent positifs au-delà d'une semaine. La deuxième indication, c'est quand on a une infection localement non contrôlée, notamment une végétation qui augmente de taille, un abcès qui apparaît. Et dans ces cas-là, donc, la chirurgie devrait être indiquée de façon urgente. Le dernier cas de figure, c'est quand on a
des infections avec des organismes résistants ou virulents. Ce sont des organismes qui ont peu de chances d'être contrôlés par le traitement antimicrobien, tel que le champignon. Le staph, on sait que le staph il a un fort potentiel donc, de virulence. Et dans ce cas-là, la présence de ces germes va conduire à une discussion avec l'endocardite team pour indiquer ou pas la chirurgie qui peut être urgente ou non urgente. Une mention spéciale quant à l'endocardite sur prothèse due à un staphylocoque ou un non-ASEC gram négatif, dans ce cas-là, la chirurgie est indiquée de façon urgente. La troisième indication, c'est pour prévenir les accidents emboliques. Et là, comme vous le savez, les événements emboliques sont présents entre 20 et 5% des cas, 80% sont silencieux. L'AVC, on peut être observé dans 65% des cas et qui alourdit le pronostic. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le maximum d'emboles peuvent apparaître avant le traitement, donc il vaut mieux les prévenir. Et la plupart des études qui ont un peu cherché l'impact de la chirurgie précoce sur la survenue d'événements emboliques, telle que cette étude-là, qui a bien démontré, qui est publiée dans New England Journal, qui a bien montré que la chirurgie précoce a réduit le critère primaire qui était les événements emboliques à 6 semaines, 3% versus 8%. Et donc, quand on a une endocardite, que ce soit mitrale ou aortique ou une prothèse, avec une végétation au-delà de 10 mm, après un ou plusieurs événements, malgré un traitement optimal, là, il faut proposer une chirurgie urgente. Elle sera aussi proposée, cette chirurgie, en cas de végétation supérieure à 10 mm, quand on a une autre indication opératoire, classe moindre 2B, qu'on sera amené à indiquer une chirurgie quand on a une végétation supérieure à 10 mm, mais on n'a pas vraiment d'autres lésions valvulaires à traiter, ou on n'a pas vraiment un contexte d'embolie, et le malade est à faible risque chirurgical. Un petit mot sur les endocardites sur prothèse. Donc, comme vous voyez, ça rejoint un peu la valve native, mais une mention spéciale à l'endocardite sur prothèse précoce, parce que généralement, c'est des formes graves, c'est des germes qui sont très virulents, difficiles à contrôler par l'antibiotique, et dans certains cas, il faut toujours, dans presque la majorité des cas, il faut aller à la chirurgie chez ces patients-là. Voilà, donc la question qui nous embête, c'est les manifestations neurologiques et quant au timing de la chirurgie valvulaire après un événement neurologique. L'AVC ischémique peut être présent dans 37 à 83% des cas. On peut observer aussi des hémorragies intracérébrales et la chirurgie valvulaire devait être précoce, mais elle est souvent différée parce qu'on sait que le risque majeur de la chirurgie urgente, c'est la détérioration de l'état neurologique due à une transformation hémorragique liée à la circulation extracorporelle. Et donc, la décision de reporter une intervention chirurgicale doit être mise en balance avec le risque de détérioration infectieuse ou cardiaque et embolique. Et là aussi, on retrouve le rôle majeur de l'équipe de l'endocardite avec des discussions étroites avec le neurologue et le neurochirurgien. Là, que disent la littérature? J'ai trouvé ce papier d'une étude japonaise qui a essayé d'étudier le timing optimal de chirurgie en cas de complications neurologiques. Donc, elle a reporté plusieurs événements. Je m'attarde pour ce qui est de l'événement des AVC ischémiques. Elle a bien démontré que quand on retarde la chirurgie au-delà de 15 jours, on augmente la mortalité. Et encore plus quand la chirurgie est retardée entre 15 et 28 jours ou bien après 29 jours, là aussi, on va observer beaucoup plus de décès. Là, pour ce qui est de l'hémorragie, donc il n'y a pas beaucoup vraiment d'études. J'ai trouvé cette méta-analyse, 9 études qui, comme vous voyez, sont plus en faveur qu'en cas d'hémorragie, il vaut mieux retarder la chirurgie parce que tout simplement, en cas de chirurgie précoce, il y a un risque d'augmentation et de détérioration des complications neurologiques. Donc, si on a un AIT, la chirurgie peut être indiquée sans retard. Quand on a un AVC, là, bien sûr, on peut indiquer la chirurgie si on a une indication posée d'ordre hémodynamique, infectieuse ou embolique. Sauf, bien sûr, il faut bien sûr éliminer un coma ou une hémorragie. Quand on a un AVC ou bien une hémorragie intraméningée, là, dans ce cas-là, il faut retarder la chirurgie au-delà de 1 mois. Par contre, la question qui se pose, quand on est devant une hémorragie et on a une indication de chirurgie urgente, là,
il faut faire une discussion avec le neurologue et c'est à lui qui décide en fonction de l'étendue de l'hémorragie et du score du NIS pour décider de la chirurgie ou pas. Un petit mot sur l'endocardite du cœur droit. Là, ce qui a changé, c'est qu'il y a eu un upgrading. On est passé de 2A à une classe 1. Et bien sûr, on indiquera une chirurgie quand on a des signes d'insuffisance cardiaque droite avec une dysfonction du ventricule droit due à une régurgitation sévère. Quand on a une végétation qui persiste avec des signes d'insuffisance respiratoire. Quand on a une grande végétation au-delà de 20 mm après un événement embolique septique récurrent, et bien sûr quand on a à la fois un geste sur le cœur gauche à opérer. Pour les SIED, donc ça a été très bien détaillé tout à l'heure par Dr Hagui. Juste quelques réflexions. Donc comme j'ai bien annoncé tout à l'heure que toutes ces études étaient basées sur des avis d'experts, sur des études observationnelles, d'où la nécessité absolue d'essais cliniques randomisés afin de porter et d'établir l'indication et les moments de la chirurgie, surtout chez certains patients, notamment ceux qui sont à haut risque chirurgical, ceux qui ont des végétations qui sont étendues mais sans autre indication en cas de saignement cérébral et les patients qui ont multiples sources septiques. Comme take-home message, la prise en charge de l'endocardite doit être discutée dans le cadre d'une équipe d'endocardite qui va décider du timing de la chirurgie. La chirurgie précoce en phase active, quand elle est indiquée, doit être faite rapidement, soit dans les 24 heures, soit max le 5e jour. 3 motifs majeurs d'intervention, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance non contrôlée, la prévention des embolies. Ne pas différer une chirurgie urgente ou extrêmement urgente, sauf si hémorragie cérébrale ou coma. Retarder la chirurgie de 1 mois si AVC hémorragique. Timing is everything. Lorsqu'il existe une indication chirurgicale clairement établie, l'opération ne doit pas être retardée inutilement. Plus tôt on intervient devant une indication claire, meilleur est le pronostic global. Et je finis pour dire que le bon moment pour la chirurgie peut faire la différence entre mortalité et morbidité élevée et issue favorable. Et je vous remercie. Avant de finir, je tiens à vous inviter à notre réunion multidisciplinaire qui est organisée par le groupe de cardio-oncologie de la STCCV, qui va avoir lieu le 12 décembre 2025 à l'hôtel Concorde Lac 1. Vous êtes les bienvenus. Merci Mariam pour cette très très belle présentation, pour tout ce que tu as fait, pour l'organisation avec Dr Ben Amr et toute l'équipe pour ce très très beau congrès d'un très haut niveau scientifique. Et là, j'ai un peu chuchoté dans l'oreille de maman. Je lui dis, il y a une règle que je n'ai pas appliquée dans le serment d'Hippocrate, c'est de ne pas avoir enseigné aux enfants de mon maître ce que mes maîtres m'ont enseigné. Donc, je regrette un peu que tu ne sois pas passé par le service où j'ai été. J'aurais peut-être rendu un peu ce que ta maman a fait pour moi. J'espère le faire pour tes enfants, peut-être un jour. Je passe la parole. Merci. Donc moi j'ai l'honneur et le plaisir de demander à notre grand ami, le président de la Société française de cardiologie, qui nous honore par sa présence aujourd'hui. Monsieur Bernard Young va nous parler des recommandations à la pratique dans l'endocardite infectieuse, innovation et évolution dans la prise en charge de l'endocardite en 2025. Merci beaucoup. Je vous remercie à niveau de votre fidélité. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous et très très heureux que vous ayez souligné notre amitié de très longue date avec la Tunisie. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous cette année parce que vous vous rappelez probablement que l'année dernière, j'avais malheureusement dû annuler ma présence au dernier moment en raison de problèmes de santé assez sérieux. Donc je suis doublement heureux d'être parmi vous cette année. Donc on va reprendre un petit peu différents aspects des présentations précédentes, et pardonnez-moi d'avance s'il y a quelques redites, sur la prise en charge de l'endocardite au fil des recommandations européennes de 2023, mais aussi d'études de pratique. Vous savez que c'est un sujet qui m'est cher et qui est intéressant dans cette pathologie particulièrement difficile à prendre en charge. Donc ces recommandations de la Société européenne, elles ont été actualisées il y a 2 ans, et je commencerai par aborder la prévention, qui n'a pas été le sujet des présentation précédente et qui reste un sujet extrêmement important. Les orateurs précédents ont bien montré la gravité de l'endocardite et avec cette mortalité hospitalière qui reste autour de 20%.
et qui justifie donc tous les efforts que l'on peut faire pour prévenir la survenue de cette pathologie redoutable. Les recommandations de classe 1, celle qui est probablement la plus importante, c'est l'application des mesures d'hygiène non spécifiques. C'est très probablement plus important que l'antibioprophylaxie. Ces mesures, c'est l'hygiène cutanée, la désinfection des plaies, le suivi bucco-dentaire, pas d'automédication. Un point très important pour nous autres professionnels de santé, c'est d'être particulièrement vigilants sur tout ce qui est voies d'abord veineux, qui doivent être utilisées uniquement lorsqu'elles sont réellement indispensables. Je n'arrive pas à faire marcher le pointeur, désolé. Qui doivent être utilisées uniquement lorsqu'elles sont réellement indispensables. On a malheureusement, dans notre service, malgré beaucoup de précautions, au moins une fois par an, une endocardite qui est vraiment nosocomiale en rapport avec des perfusions. Donc il faut vraiment être très vigilant et lorsqu'un patient a une perfusion qui n'est pas indispensable, la supprimer le plus rapidement possible. On a vraiment tous un rôle très important à jouer dans ce domaine. Les autres indications de prévention, c'est l'antibioprophylaxie. Je ne détaillerai pas trop parce que ça n'a pas changé. Les patients candidats, les patients à haut risque d'endocardite et candidats à l'antibioprophylaxie sont les patients qui ont des antécédents d'endocardite, des antécédents de chirurgie ou d'implantation de prothèses par cathéter et certains types de cardiopathie congénitale. La nouveauté toutefois, c'est que ces recommandations sont devenues des recommandations de classe 1, alors qu'avant, il s'agissait de recommandations de classe 2A. C'est particulièrement le cas pour les soins bucco-dentaires, comme on va le revoir, avec des recommandations un peu plus faibles pour d'autres catégories de patients qui sont nettement moins nombreux. Cette identification des patients à haut risque d'endocardite, elle n'est pas récente. On retrouve des choses qu'on connaît bien depuis plusieurs décennies, mais elle a été finalement confirmée par des grandes études épidémiologiques récentes faites sur des bases de données administratives. L'endocardite, heureusement, est une pathologie assez rare, et donc il faut vraiment des grandes bases de données nationales pour pouvoir évaluer sa prévalence dans les différentes catégories de la population. On sait que l'incidence de l'endocardite infectieuse est de l'ordre autour de 50 cas par million d'habitants et par an dans la population générale. C'est retrouvé dans plusieurs études, mais cette incidence, elle est terriblement hétérogène. Et à côté de cette incidence dans la population générale, si on prend en compte les patients avec un risque intermédiaire d'endocardite, les valvulopathies natives, les cardiomyopathies hypertrophiques, les pacemakers, on est déjà à des incidences qui sont 100 fois supérieures à celles de la population normale. Si on prend les patients identifiés à haut risque que l'on vient de voir, les antécédents de chirurgie ou les antécédents d'endocardite, on arrive à des incidences de 0,5 à 1,5% par an. J'attirerai votre attention en particulier sur les patients qui ont des antécédents d'endocardite, qui sont de tous ceux qui sont à plus haut risque. Encore une fois, plus d'un de ces patients sur 100 refera une endocardite chaque année, et ce sont des endocardites particulièrement graves. Alors, pour prévenir cette endocardite chez ces patients à haut risque que l'on vient de voir, outre bien sûr ces mesures d'hygiène non spécifiques qui s'appliquent à tous les patients, eh bien, ça va être l'antibioprophylaxie avant les procédures bucco-dentaires qui vont entraîner un risque de saignement. Est apparue en 2023 la recommandation de classe 2B qui est faible d'antibioprophylaxie pour d'autres procédures. Je ne détaillerai pas faute de temps, on pourrait en reparler, c'est à mon sens beaucoup plus contestable. Qu'est-ce qui a renforcé l'indication des recommandations d'antibioprophylaxie pour les soins bucco-dentaires, qui là aussi sont devenus une classe 1 alors qu'avant c'était une classe 2A? Ce sont des études observationnelles, il n'y a pas d'études randomisées, il n'y en aura probablement jamais compte tenu de la rareté de l'endocardite, de sa faible incidence globale, mais sur des études observationnelles, en particulier cette étude nord-américaine sur près de 8 millions d'assujettis à Medicare, le système de couverture sociale, l'association entre les soins dentaires et la survenue d'une endocardite infectieuse a été analysée en fonction du niveau de risque et de l'antibioprophylaxie. On voit qu'il n'y a pas d'association chez les patients qui sont à risque d'endocardite faible ou intermédiaire. Chez les patients à haut risque, il y a en revanche une association qui est extrêmement forte en bleu chez les patients qui n'ont pas eu d'antibioprophylaxie et qui est beaucoup moins importante chez les patients en rouge qui ont eu une antibioprophylaxie. C'est observationnel, il y a des biais, mais c'est quand même un argument qui
renforce cette indication d'antibioprophylaxie, dont je vous rappelle qu'elle avait été très contestée il y a une quinzaine d'années, en particulier au Royaume-Uni, puisque le NICE avait supprimé toutes les indications d'antibioprophylaxie avant de faire un peu marche arrière chez les patients à haut risque. Les modalités, je ne m'étendrai pas, elles n'ont pas changé, c'est toujours 2 grammes d'amoxicilline 1 heure avant les soins. Il y a des petits changements en cas d'allergie aux pénicillines avec l'élimination de la clindamycine en raison de risque de complications intestinales. C'est assez anecdotique. Alors, un autre aspect dans la prévention de l'endocardite infectieuse, on a vu l'importance des portes d'entrée bucco-dentaires, c'est qu'est-ce qu'il faut faire comme soins dentaires chez ces patients. Bon, d'accord, il faut donner des antibiotiques, mais qu'est-ce qu'on peut ou on ne peut pas faire? Et malheureusement, en France, on a pendant longtemps vécu avec le consensus de 2002 qui contre-indiquait énormément de gestes bucco-dentaires, pratiquement tous les gestes conservateurs, tous les traitements endodontiques et la chirurgie implantaire en particulier. Ça n'était pas basé sur des preuves solides, c'était plus un principe de précaution. Et heureusement, les choses ont progressivement évolué, mais il a fallu une vingtaine d'années. Et je rends vraiment hommage à nos collègues odontologistes qui ont permis, à travers un travail pluridisciplinaire avec la Société française de cardiologie, d'aboutir à des recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2024, que je vous conseille réellement de consulter, et qui ouvrent la porte à la possibilité de traitement conservateur, de traitement endodontique, également à la mise en place d'implants. Je ne vais pas détailler, et bien sûr, il y a des conditions à respecter, il y a des garde-fous, il ne s'agit pas de faire n'importe quelle chirurgie bucco-dentaire chez n'importe quel patient, mais même chez des patients à haut risque, ces gestes ne sont plus contre-indiqués, et ça, c'est quelque chose qui changera la vie des patients. Pendant longtemps, moi, j'ai vu des patients qui me disaient « non, je ne vais pas voir mon dentiste, parce que si je vais le voir, je sais que la seule chose qu'il peut faire, c'est de m'arracher les dents, donc j'y vais pas. » Et malgré tout, je suis désolé, on est assez impuissant devant un raisonnement de ce type de patients. Maintenant, il faut leur dire qu'il faut y aller, et que s'ils y vont précocement, on pourra justement conserver leurs dents. Alors, on parlait d'études de pratique. On a fait une petite étude sur une cohorte de bichats, de patients qui avaient été inclus dans une cohorte qui était des patients qui avaient eu une endocardite infectieuse. Il y avait 98 patients qui avaient eu une endocardite dans les 3 années précédentes. Et on a interrogé ces patients et on les a examinés donc à peu près 3 ans après. Les patients connaissent assez bien les consignes de prévention. En prenant des choses très simples, 9 patients sur 10 savaient qu'il faut se brosser les dents 2 fois par jour et qu'il faut voir son dentiste 2 fois par an. Le problème, c'est que seulement 4 sur 10 appliquaient ces mesures effectivement. La moitié de ces patients avaient des caries dentaires et le tiers d'entre eux avaient des foyers infectieux bucco-dentaires. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. L'information passe pas si mal que ça, mais elle n'est pas appliquée. C'est plus des problèmes comportementaux. La dépression jouait notamment un rôle important dans la non-application de ces mesures. Donc on a beau avoir des recommandations assez claires, il faut les appliquer, et ça c'est un effort de tous les instants. Alors après, la prise en charge de l'endocardite, une fois qu'elle est déclarée, ces recommandations, ça a déjà été mentionné, insistent sur l'importance de l'endocarditis team, de cette équipe pluridisciplinaire médico-chirurgicale, avec des imageurs, avec des infectiologues. C'est réellement un travail qui doit être un travail d'équipe. Les critères diagnostiques, là aussi ça a été détaillé. Bien évidemment, les 2 piliers, ça reste la microbiologie et l'imagerie. Et dans l'imagerie, bien évidemment, la grande innovation qui était déjà apparue dans les recommandations de 2015, c'est l'apparition de l'imagerie multimodale, en particulier de l'imagerie nucléaire, qui est maintenant un critère majeur à part entière. Parmi les critères mineurs, les embolies asymptomatiques sont considérées comme des critères mineurs. C'est important lorsque on n'a pas les 2 critères majeurs et qu'on a des endocardites uniquement possibles. Ça permet dans certains cas de les recatégoriser comme certaines. Alors, les recommandations proposent un certain nombre d'algorithmes. Je n'ai choisi que celui des endocardites sur prothèse, puisque comme ça a très bien été montré avant par le professeur Agostini, c'est dans cette catégorie que l'imagerie nucléaire apporte le plus grand apport sur le plan diagnostique. Bien sûr, quand les endocardites sont certaines, définies après l'échographie, on est déjà relativement tranquille. Mais pour toutes les endocardites qui sont possibles, voire même rejetées, exclues, mais avec une forte suspicion clinique, bien sûr, on va répéter les hémocultures et l'échographie, mais c'est là que l'imagerie de coupe, comme le scanner et l'imagerie nucléaire,
prennent toute leur importance. L'application de ces techniques d'imagerie est finalement apparue assez rapidement dans le grand registre européen Euroendo qui avait été conduit par Gilbert Habib sur plus de 3000 patients en 2016-2018, donc c'est quand même assez contemporain. Bon, bien sûr, la part prédominante de l'échocardiographie surprendra personne, mais on voit que le PET scanner était déjà pratiqué chez un quart des patients ayant des endocardites sur prothèse ou sur matériel de stimulation. Le scanner chez presque un patient sur deux. Donc on voit réellement que cette imagerie multimodale, elle rentre dans les pratiques. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut traiter ces patients. Et une des innovations, probablement même des révolutions les plus importantes de ces recommandations, certainement la plus importante, c'est que, bien sûr, on va toujours utiliser une antibiothérapie intraveineuse à la phase initiale avec la combinaison de plusieurs antibiotiques bactéricides, mais il est désormais possible, chez des patients sélectionnés, après 10 à 15 jours de traitement intraveineux, de pouvoir faire un relais oral. Alors bien sûr, ce doivent être des patients sélectionnés, ce sont des patients qui ont des endocardites à coccigramme plus, qui ont eu au moins 10 jours de traitement intraveineux, qui n'ont pas de complications, c'est extrêmement important, y compris avec une échocardiographie transésophagienne de réévaluation, et qui sont cliniquement stables, mais vous voyez que c'est une recommandation de niveau d'évidence A, il n'y en a pas beaucoup dans l'endocardite, et bien sûr, chez des patients qui ne répondent pas à ces critères, il n'est pas question de faire de relais oral. Alors c'est vrai que ça battait en brèche un dogme qui était celui de l'antibiothérapie intraveineuse pendant 4 à 6 semaines, et elle repose sur l'étude randomisée POET, une étude conduite dans les pays scandinaves, 400 patients qui ont été randomisés après 10 jours d'antibiothérapie intraveineuse, et dans la publication initiale, qui était une étude de non-infériorité, le relais oral était non inférieur au traitement intraveineux sur un critère composite de décès, chirurgie, embolie et récurrence infectieuse. Ce qui était encore plus surprenant, ce qui était encore plus surprenant, c'est que le suivi étendu jusqu'à un suivi moyen de 5 ans montrait cette fois une supériorité du relais oral sur le traitement intraveineux, toujours sur le même critère composite, également sur les décès toutes causes. Donc, ça a considérablement renforcé la possibilité de ce traitement oral, et une étude observationnelle conduite par la même équipe a montré que ce relais, il est applicable chez plus de 40% des patients en routine, donc presque un patient sur 2 pourra bénéficier de ce relais oral avec une hospitalisation beaucoup plus courte et avec un avenir qui sera meilleur qu'avec le traitement intraveineux. Alors, bien sûr, le traitement antibiotique, il est essentiel, mais la chirurgie va compléter ce traitement à peu près une fois sur 2, dans la plupart des études conduites, en tout cas en Europe et aux États-Unis, un peu moins en Europe du Nord, c'est toujours un petit peu surprenant. Je ne vais pas reprendre en détail les recommandations qui ont été parfaitement détaillées dans la communication précédente. Simplement, je ne peux qu'insister à nouveau, être entièrement d'accord sur le fait que l'indication la plus importante, c'est l'indication hémodynamique. Les indications, elles sont liées aux 3 principales complications, hémodynamique, infectieuse et embolique, mais les complications les plus graves, ce sont les complications infectieuses avec une chirurgie emergency, c'est-à-dire dans les 24 heures s'il y a une insuffisance cardiaque réfractaire ou un choc, et urgent, c'est-à-dire dans les 5 jours si le patient a de l'insuffisance cardiaque. Et il est extrêmement important de bien faire passer le message qu'un patient qui fait de l'insuffisance cardiaque pendant une endocardite, même s'il s'améliore sous diurétique, surtout s'il s'améliore, il faut justement profiter de l'opérer quand il est mieux, quand il s'est stabilisé, et parce que de toute façon, ces insuffisances cardiaques qui sont liées en général à des fuites aiguës vont récidiver, et si on opère le patient en insuffisance cardiaque, là le risque sera beaucoup plus important. Cette insuffisance cardiaque, elle est fréquente dans 2 grandes cohortes, le registre ICE nord-américain et le registre Euroendo déjà noté. Vous voyez que ça concerne un tiers des patients, le plus souvent avec des formes sévères en classe 3 ou 4 NYHA. La mortalité est multipliée par 2 à 3 et en revanche, chez les patients qui sont opérés, la mortalité est considérablement diminuée, mais on voit quand même que dans Euroendo, il n'y avait que la moitié des patients qui étaient opérés en phase aiguë. Les recommandations d'origine infectieuse, elles, sont relativement bien codifiées.
ça a été noté aussi, c'est la persistance des hémocultures ou une infection non contrôlée localement. Ça vient de travaux notamment de nos collègues espagnols qui ont montré que la persistance d'hémoculture à 7 jours et même à 48 heures était associée à une surmortalité hospitalière. Quant aux abcès, on sait qu'ils augmentent la complexité de la chirurgie, mais qu'elle ne doit pas être différée, parce que là aussi, plus on attend, plus l'abcès sera étendu et plus le risque opératoire sera élevé. Enfin, les indications emboliques, les indications de classe 1, la seule indication de classe 1 isolée, puisque là, il y a une indication avec la combinaison de la taille de la végétation, mais aussi d'autres indications, notamment hémodynamiques. La seule indication purement embolique, c'est une végétation de grande taille, mais chez un patient qui a déjà présenté un épisode embolique. Une végétation isolée, sans embolie documentée, ça n'est qu'une recommandation de classe 2B. On sait que les embolies sont fréquentes, et un point important que l'on a déjà vu, c'est que même les embolies silencieuses sont prises en compte. On sait que lorsqu'on fait des imageries systématiques, on va découvrir beaucoup plus souvent des complications emboliques, en particulier lorsqu'on fait appel à l'imagerie par résonance magnétique, que ce soit au niveau cérébral ou abdominal. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette chirurgie en pratique ? Dans Euroendo, on a vu qu'il y avait la moitié des patients qui étaient opérés, et on voit que les patients qui avaient une indication opératoire et qui étaient opérés en vert avaient un aussi bon pronostic que les patients qui n'avaient pas d'indication opératoire. En revanche, ceux qui avaient une indication opératoire théorique et qui n'étaient pas opérés, eux, avaient une surmortalité beaucoup plus importante. Ça rejoint des constatations qu'on avait faites sur l'étude AEPEI en France il y a un peu plus de 10 ans, où parmi des endocardites sur valve native, on voyait que lorsqu'il y avait une indication chirurgicale, presque 3/4 des patients avaient des indications opératoires, mais seulement la moitié d'entre eux étaient effectivement opérés. Et parmi ceux qui n'étaient pas opérés, il y avait des cas où l'indication chirurgicale était reconnue, et le patient était récusé car considéré à trop haut risque, mais dans la moitié de ceux qui n'étaient pas opérés, l'indication n'était pas identifiée. Ça souligne le fait qu'il faut vraiment être très vigilant sur ces indications opératoires et ne pas les laisser passer quand il est temps, parce que dans cette étude, on avait les mêmes constatations que dans Euroendo. Les patients qui avaient une indication opératoire et qui étaient opérés en rouge avaient un bon pronostic. En revanche, ceux qui avaient une indication opératoire mais qui n'étaient pas opérés, qu'elle soit identifiée ou non, cette indication avait une tendance à une surmortalité par rapport aux autres groupes. Donc en conclusion, pour faire ce survol rapide des recommandations récentes et de leur application, les indications d'antibioprophylaxie sont renforcées chez les patients à haut risque, mais les mesures non spécifiques restent extrêmement importantes et probablement les plus importantes. On l'a déjà vu, une contribution croissante de l'imagerie multimodale, la possibilité de faire un relais antibiotique oral chez des patients sélectionnés dans des conditions bien codifiées, mais ça c'est vraiment une révolution dans les pratiques, la confirmation des indications opératoires avec une tendance vers des interventions plus précoces, et enfin l'importance du suivi et de l'éducation, et notamment de l'application des mesures de prévention. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Young. Sur ce, on va clore cette belle session passionnante et je demanderai à l'assistance de rester sur place. Je remercie les orateurs pour leur brillantissime présentation et on va passer au symposium AstraZeneca sur l'insuffisance cardiaque. Merci de rester sur place.